Toi Golda, toi qui eus le courage de donner au monde cette image. La grand-mère de l'État d'Israël. Vous l'entendez, cette chanson de Rika Zara est dédiée à l'une des plus grandes dames de la scène politique israélienne, restée dans la mémoire collective comme étant l'un des personnages fondateurs de l'État juif, Golda Meir, grandement estimée par ses pairs et notamment par David Ben-Gurion qui disait d'elle qu'elle était le seul homme de son gouvernement. Mais alors, quelle est son histoire ? Eh bien, pour en parler, nous retrouvons notre invité, Pierre Lursa, écrivain, spécialiste du sionisme, biographe de Vladimir Jabotinsky notamment. Bonjour, shalom Pierre. Bonjour Ilana. Alors vous publiez récemment justement La maison de mon père, fragment autobiographique de Golda Meir, des fragments de ce qu'on peut lire dans son livre My Life, ma vie, publié en 1975. Alors une première question d'abord Pierre, avant de parler de la vie de Golda Meir, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le projet de la bibliothèque sioniste que vous avez lancé ? Oui, alors c'est le 3e tome que je publie aujourd'hui, consacré à Golda Meir. Et auparavant, il y a eu 2 livres consacrés à Jabotinsky, dont nous avons eu l'occasion de parler à cette antenne. Et donc ce projet de la bibliothèque sioniste que j'ai fondé l'année dernière, c'est de mettre à la disposition du public francophone des grands textes de grands sionistes, qui sont évidemment connus, dont les noms sont connus, mais dont les œuvres ou les biographies ne sont moins connues, et surtout en français, parce que ces textes n'ont jamais été traduits en français, ou parfois ils l'ont été, mais ils ne sont plus disponibles aujourd'hui sur le marché. Et en l'occurrence, ce livre de Golda Meir, ce n'est pas le même livre que celui que vous connaissez, Histoire de ma vie, My Life, qui était paru en 75, traduit chez Robert Laffont, mais c'est un autre livre qu'elle avait écrit précédemment. Ce sont en fait des souvenirs de jeunesse qu'elle a écrits en 1972, et plus tard, donc après avoir démissionné du gouvernement, elle a pris un petit peu son autobiographie, elle a écrit un livre plus complet. C'est la première ébauche de son autobiographie. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que Golda Meir, née Golda Mabovitch, de parents d'origine ukrainien, n'a pas grandi en Israël, mais aux États-Unis. C'est la 7e des 8 enfants de ses parents, d'ailleurs, qui auront quasiment que des garçons qui vont mourir très jeunes. Ses parents qui ne sont pas vraiment pratiquants, mais davantage traditionnalistes, en tout cas très sionistes. Elle a grandi d'abord en Russie, avant que son père émigre aux États-Unis où sa famille les a rejoints. Mais ses parents, si vous voyez, il y a une photo de ses parents que je peux pas montrer évidemment à l'écran, mais ses parents étaient des juifs tout à fait religieux. Aujourd'hui, on dirait des orthodoxes. Elle les décrit. Elle dit que c'était un foyer traditionnel, mais dans le sens de l'époque, c'était traditionnel au sens qui observait scrupuleusement la tradition. Et son père a tout à fait l'apparence d'un juif. Aujourd'hui, on dirait un juif raréti. Donc, grandi dans un foyer tout à fait traditionnel. Évidemment, elle est devenue militante sioniste socialiste, donc elle s'est un petit peu éloignée de la tradition, évidemment, mais elle a, comme je raconte dans le livre, elle a adopté ce qu'on appelait à l'époque la religion du travail, la religion du sionisme, du retour à la terre, qui était une religion tout aussi exigeante que la religion juive. Donc, finalement, elle a troqué une religion contre une autre, on pourrait dire. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que ses parents aussi souhaitent la marier très jeune, je crois, à l'âge de 14 ans. Pour quelle raison ? En fait, ses parents, comme dans tous les foyers juifs traditionnels, voulaient évidemment qu'elle se marie, qu'elle rencontre un bon juif de bonne famille, comme on disait à l'époque. Et elle avait des idées tout à fait différentes. Et notamment, elle voulait étudier. Elle voulait devenir institutrice ou devenir enseignante. Et donc, elle avait fait ce projet aux États-Unis d'aller étudier dans un collège pour instituteurs, projet auquel ses parents étaient farouchement opposés. Et donc, elle a tout simplement décidé de quitter le foyer de ses parents. Elle a fait une fugue alors qu'elle était encore mineure, et elle a rejoint sa sœur à Denver. Et pendant 1 an, elle a habité chez sa sœur et elle ne parlait plus à ses parents, ce qui montrait déjà son caractère tout à fait obstiné et opiniâtre. Oui, ça c'est intéressant justement de revenir sur ce caractère. On voit que Golda Meir, c'est quelqu'un de très indépendant. On le verra aussi plus tard lorsqu'elle émigre en Israël. On peut dire que c'est vraiment un de ses traits de personnalité, une femme forte, ambitieuse, qui ne se laisse pas faire, et donc aux grandes dames aussi de ses parents. La relation avec ses parents va-t-elle se compliquer plus tard ? Eh bien non, il y a une anecdote qu'elle raconte justement un soir aux États-Unis, elle décide de prendre la parole dans une réunion sioniste socialiste, et puis
quand elle dit à son père qu'elle va parler en public dans la rue, il dit mais pas du tout, ça ne se fait pas. Une fille Mabovitz ne peut pas parler en public dans la rue. Et si jamais tu oses monter sur la tribune, moi je viendrai te tirer par les cheveux et te ramener à la maison. Et finalement, elle va faire son discours et tout se passe très bien. Et quand elle rentre à la maison, sa mère lui dit en fait ton père il était là-bas, il a écouté le discours et il a dit elle dit c'est le plus beau discours que j'ai jamais prononcé de ma vie. Donc, et finalement, elle se réconcilie avec ses parents qui vont la rejoindre en Israël 4 ans après son propre départ. Et finalement, elle restera proche de ses donc malgré son caractère très déterminé et le modèle d'ailleurs qu'il a influencé, outre celui de sa grand-mère qui s'appelait Golda, c'est aussi celui de sa sœur aînée Sheina qui était elle aussi une militante sioniste socialiste, militante déjà en Russie, ce qui était beaucoup plus dangereux parce qu'en Russie les militants socialistes étaient évidemment menacés de prison voire pire, et donc effectivement elle avait tout un entourage familial qui l'a quelque part prédisposé à la carrière qu'elle a connue par la suite en Israël. Oui, très proche de sa sœur Sheina. Alors elle se marie finalement aussi toujours très jeune, à 19 ans, elle rencontre un certain Maurice Meyerson et c'est d'ailleurs de ce nom qu'elle deviendra Golda Meir. Elle deviendra de Golda Mabovitch, elle deviendra Golda Meir grâce à ce mari finalement aussi qu'elle fréquente assez peu en raison de ses habitudes politiques. Alors oui, l'histoire de son couple est un échec parce que pour la simple raison que son mari finalement ne supporte pas de voir qu'elle se consacre à la politique depuis un âge très jeune. Elle arrive en Israël, elle rejoint la Histadrut, elle est très vite, elle a des fonctions importantes au sein du mouvement sioniste. On est évidemment avant 48, bien avant 48. Dans les années 20 et 30, elle est remarquée par Ben Gurion, qui remarque tout de suite son talent et qu'il envoie aussi aux États-Unis pour mener des collectes parce que elle est une des rares personnes au sein de la direction sioniste qui parle parfaitement l'anglais, puisqu'elle a vécu aux États-Unis. Et donc, effectivement, son Meyerson ne supporte pas que leur vie de couple soit reléguée au second plan. Et très vite, il s'éloigne d'elle et finalement, ce couple sera un échec. Mais ce qui n'empêchera pas d'avoir 2 enfants avec lui et de les élever et de se consacrer aussi à ses enfants. Et c'est ce que je raconte un petit peu dans la préface du livre, c'est que c'est une femme qui revendique ce qu'elle appelle un féminisme constructif, c'est-à-dire les femmes ont le droit à l'égalité, ont le droit de faire les mêmes choses que les hommes, mais ça ne veut pas dire qu'elles doivent renoncer à leur vie de femme, et à leur vie de famille, surtout à leur vie de mère. Et donc, elle considère qu'il faut concilier les tâches de mère et ses tâches de femme politique. Et elle y réussit au prix de lourds sacrifices, parce qu'évidemment, c'est pas du tout facile. Et oui, Golda Meir, déjà donc féministe. Alors vous consacrez de nombreux fragments de texte à ses souvenirs dans le kibbutz de Meravia au nord d'Israël. Donc Golda Meir, on l'a dit, qui va finir par émigrer avec sa sœur en 1921, qui va s'engager très fortement au sein de la Histadrut, l'ancêtre du Parti travailliste. Elle rencontre David Ben Gurion. En 1940, elle va jouer un rôle important. Elle va lutter contre le livre blanc britannique, notamment donc l'Angleterre qui souhaite limiter l'immigration juive. Elle va lutter contre. Et d'ailleurs, je crois qu'elle va échapper à des arrestations. C'est une militante très très engagée effectivement pendant cette période dramatique de la lutte pour l'indépendance. D'ailleurs, elle sera plus tard une des signataires de la déclaration d'indépendance, une des quelques femmes qui ont signé la déclaration d'indépendance, sinon la seule. Et effectivement, oui, elle lutte contre le livre blanc, contre les restrictions à l'émigration prononcées par l'administration britannique, et d'ailleurs elle témoigne même dans un fameux procès à l'époque de 2 militants sionistes qui sont accusés d'avoir caché des armes, ce qui était évidemment une infraction très très grave à l'époque sous le mandat britannique, une infraction passible de la peine de mort. Et elle va témoigner dans ce procès en faveur des 2 accusés. Et là aussi, elle raconte dans ses mémoires que quand le journal d'Avar, le journal de l'organe du Parti travailliste, relate son intervention au procès, le lendemain matin, eh bien, son père, très fier d'elle, va montrer le journal à tous les voisins dans le kibbutz, parce qu'il est vraiment très fier de sa fille, et on n'est encore qu'au début de sa carrière politique. Alors la guerre des 6 jours, évidemment on n'aura pas le temps, on passe un petit peu vite entre les périodes, mais la guerre des 6 jours, c'est évidemment aussi ce qui marque le mandat de Golda Meir, la période où elle sera, je crois, la plus populaire, réputée finalement pour être une dure à cuire, comme on dit, qui ne fait aucune concession avec les Arabes, alors qu'elle vient quand même de base du Parti travailliste. Ça, c'est aussi intéressant. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a un petit peu une vision un petit peu déformée. On a oublié ce que c'était que le Parti travailliste de l'époque. Le Mapai de l'époque, quelque part, il était au moins aussi nationaliste que le Likoud d'aujourd'hui. Vous voyez, pour faire une comparaison avec la politique d'aujourd'hui, évidemment, on a un peu cette image d'ailleurs de Golda Meir intransigeante,
qui ne correspond pas à la réalité. Golda Meir, elle était tout simplement fidèle au principe du sionisme de l'époque. Rappelez-vous que avant les accords d'Oslo, avant les années 90, il y avait un consensus de la droite à la gauche de l'échiquier politique en Israël pour dire qu'il n'y avait pas de peuple palestinien et qu'il y avait une seule souveraineté sur la terre d'Israël, c'était la souveraineté juive. Aujourd'hui, c'est des idées qui paraissent... on a l'impression que c'est des idées de droite, mais à l'époque, c'était des idées qui étaient le consensus dont faisait partie Golda Meir. Mais elle restait fidèle à ses principes sionistes jusqu'au bout. Effectivement, son image a été un peu écornée, surtout après la guerre de Kippour, pour toutes sortes de raisons complexes qu'on n'a pas le temps d'aborder, mais quelque part, elle incarne ce sionisme d'antan, ce sionisme pur et dur d'autrefois, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu publier ce livre, c'est pour redonner aux lecteurs d'aujourd'hui, à la fois évidemment évoquer cette grande figure de l'histoire d'Israël, et aussi faire revivre un petit peu ce à la fois la religion du travail dont j'ai parlé, le retour à la terre, l'importance de ce qu'on appelait à l'époque avoda ivrit, le travail juif, le travail de la terre et le travail juif, et aussi donc la régénération du juif sur sa terre, et aussi bien entendu la souveraineté juive en Eretz Israël. Et on n'aura pas le temps malheureusement de détailler. On aurait voulu parler de la guerre de Kippour, c'est vrai, qui va déclencher une véritable crise politique interne. Golda Meir qui va démissionner pour laisser sa place ensuite à Yitzhak Rabin. En tout cas, Golda Meir meurt finalement à Jérusalem le 8 décembre 1978, alors âgée de 80 ans. Elle est inhumée à l'occasion de funérailles nationales dans le carré des Grands de la Nation, le cimetière national d'Israël sur le mont Herzl. Vous publiez donc ce livre aujourd'hui, Pierre Lursa, La maison de mon père, fragment autobiographique de Golda Meir. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt sur Radio J.